En juin dernier, nous avons vibré pour le centenaire des 24 heures du Mans, un anniversaire très spécial qui a vu bon nombre d'événements durant sa semaine mancelle. Et en plus de ça, nous avons une course extraordinaire, peut-être la meilleure depuis 1999. En gros, celle que l'on surnomme la course du siècle. Et plusieurs mois plus tard, je décide d'en faire un débrief. Débrief qui a été écrit par Alex, le dormeur du Val. On vous souhaite une bonne vidéo. Comme nous l'avons dit lors des précédentes vidéos au sujet des 24 heures du Mans, la course automobile est faite de cycles et d'époques plus ou moins dorées. Il faut souvent passer par des périodes de vaches maigres pour profiter ensuite de temps meilleurs. Incontestablement, le centenaire des 24 heures du Mans nous a fait un spectacle qui était devenu bien trop rare ces dernières années. En tant que spectateur, comment ne pas se délecter d'une telle course? Mais ce spectacle a un prix qui ne saute pas à l'œil du spectateur lambda. Et si cette édition restera très longtemps dans les mémoires pour la bagarre en piste dans toutes les catégories et surtout en hypercar, il est important de souligner que la garantie d'un tel spectacle sur la durée repose sur un équilibre fragile dans lequel tous les protagonistes ne peuvent trouver leur compte. En effet, entre la révision de la balance de performance, les modifications apportées aux procédures de voitures de sécurité et de nombreux accidents qui ouvrent le débat quant à leur origine, il faut analyser cette édition des 24 heures du Mans dans son ensemble et donc évoquer les points positifs comme les points négatifs. 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 5 éditions à devoir ronger son frein. 5 années de domination sans réelle concurrence, 5 victoires dont le mérite est fortement discutable et fortement discuté. Ce sont les grands adversaires qui font les grands champions. On mesure la force et le talent d'un protagoniste dans le sport à la capacité qu'il a de faire face à la concurrence. Les adages répandus dans de trop nombreux médias que l'histoire ne retient que les vainqueurs et que seul le palmarès compte sont archi faux. Ce qui fait le sel des grands moments sportifs, c'est un contexte, une dramaturgie. Des moments rares où au moins deux adversaires ont les moyens de se rendre coup pour coup et d'élever leur niveau de jeu en même temps. Rappelons qu'en sport automobile, quand il s'agit de constructeurs directement engagés, il est très rare d'avoir plus de 2 marques en mesure de jouer la victoire à armes quasi égales, et ce quelle que soit la discipline, que ce soit en F1, en rallye, en endurance, etc. Mais là où Jules et moi ne nous sommes pas enflammés depuis plusieurs années dans l'attente de voir ces nouvelles voitures sur la grille de départ, la surprise n'est que plus belle. Toyota et Glickenhaus sont là depuis le début, Peugeot est arrivé en cours de saison dernière, et cette année, Ferrari est venu, Cadillac est venu, Porsche est venu, Van Wall est venu, et l'an prochain, il y aura Isotta Fraschini, BMW, Alpine et Lamborghini. Et vous venez? Il suffit de remplacer les marques et la formule citée à l'instant est exactement la même que celle utilisée en 99 sur l'affiche officielle. Pourquoi 1999? Eh bien parce que pour beaucoup de fans, ce qui fait le sel de cette édition mythique, c'est son plateau monstrueux. Et si, assez récemment, Peugeot versus Audi ou Porsche versus Toyota nous ont offert de belles batailles, avoir autant de constructeurs présents sur la ligne de départ ne peut être qu'une garantie supplémentaire d'avoir un spectacle à la hauteur des attentes. Car pour boucler la boucle, oui, si on fait le rapport entre le plateau proposé et le spectacle en piste, cette édition est certainement la plus belle depuis 1999. Beaucoup de constructeurs, des favoris, des outsiders sérieux, une météo changeante, l'incertitude de nouvelles autos qui découvrent le bitume sartois et la pression supplémentaire d'une édition par définition historique. Beaucoup d'ingrédients étaient réunis pour nous offrir un spectacle à couper le souffle et il a bien été au rendez-vous. Toyota a enfin eu un adversaire à sa taille. Le constructeur japonais a été poussé dans ses retranchements et Ferrari a réalisé un véritable exploit d'imposer une toute nouvelle voiture face à un adversaire si expérimenté. Mais revenons sur ce point précis. L'expérience, si elle est incontestable en matière de maîtrise technique de la voiture, elle n'est valable elle aussi qu'en fonction de l'adversité. Et force est de constater que la dernière opposition sérieuse de Toyota remonte à 2017. Mais les Japonais se sont battus comme des lions et ont tout donné. Il serait bien facile de leur tomber dessus sous prétexte qu'ils ne gagnent pas face à une réelle concurrence. Mais qui aurait pu prévoir le scénario d'une édition si folle ? Personne. N'oublions pas que chaque équipage qui jouait la victoire a connu des moments de stress intenses. Si la Toyota numéro 8 pilotée par Hirakawa n'était pas sortie de la piste aux abords du virage d'Arnage à 1h44 de la fin, peut-être aurait-elle pu profiter du redémarrage capricieux de la Ferrari de tête à 23 minutes de l'arrivée? Ça aussi, personne ne le saura. Cette sortie de piste de la Toyota numéro 8 à moins de 2 heures de l'arrivée, alors qu'elle était à 14 secondes de la Ferrari de tête, est typique de ce qu'on peut appeler la dramaturgie du sport. C'est le symbole d'une défaite, un tournant épique qui fait d'un fait de course un événement qui marque les esprits. Même si la Ferrari était plus rapide et que les chances se réduisaient pour Toyota au fur et à mesure que l'horloge tournait,
Nul doute que cet événement s'ajoute aux mésaventures de 2014, où la Toyota numéro 7 abandonnait en pleine nuit alors qu'elle était solidement en tête, mais aussi évidemment de 2016 avec une durée de turbo qui casse à 5 minutes de la fin, et 2017 avec la fameuse nuit où les 3 Toyota enchaînèrent les problèmes dans un scénario digne d'un thriller des années 90. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'avant ce dernier arrêt de la voiture de tête, rien n'était fait. De plus, ce suspense a duré toute la course avec en dehors de Ferrari et Toyota, Cadillac, Porsche et Peugeot qui ont eu l'occasion de jouer les premiers rôles, même si objectivement, ils n'étaient qu'outsiders. Pour ce qui concerne donc la course en elle-même, force est de constater que nous avons assisté à l'une des plus belles éditions depuis au moins 2016, année du dernier duel serré entre Porsche et Toyota, avec le dénouement tragique que nous connaissons pour les Nippons. Mais si la course a battu son plein, quelques éléments sont à mettre en lumière, et pas des moindres. C'était la polémique de cette édition des 24 heures du Mans, et celle-ci est fondée. En effet, juste avant la journée test, soit une semaine avant la course, la FIA a acté un ajustement de la balance de performance. Ce dernier s'est opéré au détriment de Cadillac, Ferrari et surtout Toyota qui voit sa GR010 culminer à 1080 kg. Ceci est contraire aux engagements des instances sportives et est en contradiction avec les positions des différents constructeurs engagés en catégorie Rennes. En effet, ce qui a permis aux constructeurs de s'engager pleinement dans ce nouveau challenge, c'est la garantie d'avoir un équilibre entre LMH et LMDH. On le répète, ce qui est appelé Balance of Platform a reçu l'accord unanime de tous les constructeurs. Contrairement à une Balance of Performance classique, comme nous la connaissons en GT2 ou en GT3. Cette balance of platform permettait d'éviter à un constructeur de voir son travail bridé en fonction de ses performances au sein de sa sous-catégorie, si j'ose dire, entre LMDH et LMH. Hélas, ce travail en bonne intelligence de l'ensemble des protagonistes vole en éclats. On peut émettre l'hypothèse qu'avec autant de constructeurs engagés dans le cadre de l'édition du centenaire, on aurait vu d'un mauvais œil une énième course gagnée facilement par Toyota. Là où il faut rester nuancé, c'est qu'il est évident que voir un vainqueur gagner coude à la portière avec 6 tours d'avance n'a rien d'exaltant, mais investir des millions dans un programme sportif de long terme et voir une voiture performante bridée, ça ne l'est pas non plus. Cet équilibre entre spectacle, équité et investissement des constructeurs est très difficile à trouver. Pour garantir une équité, aucun moyen n'est idéal et sans défaut. Ce qui est certain, c'est que les systèmes de balance de performance ou de lest sont peut-être les seuls qui permettent un engagement de longue haleine pour un budget contenu. Contrairement à un autre système qui consiste à dire à un constructeur en résumé « tu as droit à tel cylindrée, tel poids, telle dimension et fais la meilleure auto possible ». Notons que c'est certainement une des premières fois dans l'histoire de l'endurance que des constructeurs acceptent un principe de balance de performance. Le rapport entre les coûts de développement, la volonté de ne pas virer vers la course aux armements et de ne frustrer personne est extrêmement difficile, voire impossible à trouver. Il va donc falloir passer par la table des négociations entre la FIA et les constructeurs, car ce que nous avons pu voir durant cette édition du centenaire et depuis le début de la saison en WEC, c'est que les LMH ont toujours un petit avantage sur les LMDH. Alors, Peugeot est une LMH et elle a encore un petit peu de mal, mais elle commence à venir. En revanche, Cadillac et Porsche, eux, ils sont un cran derrière. Et oui, ce sont bien Ferrari et Toyota qui occupent majoritairement les premières places. Et plus grave, si Toyota continue de se sentir injustement lésé, on pourrait s'attendre à un départ de l'équipe japonaise, même si rien aujourd'hui ne le laisse présager. Mais Toyota est là depuis 2012 et a participé à chaque course du championnat du monde d'endurance, plus de 10 saisons de suite. C'est déjà très long. En résumé, la FIA a voulu garantir un spectacle de façon quasi artificielle. Mais cet ajustement une semaine avant la course, c'est comme si vous disiez à un joueur de dames qu'il doit commencer la partie avec des pions en moins face à son adversaire, alors que les règles ont été acceptées de façon équitable auparavant. Nous avons vu à plusieurs reprises que la FIA était coutumière de ce genre de méfaits réglementaires. Il faut donc trouver un nouveau terrain d'entente de toute urgence. Tout ça dans le but évidemment de ne pas faire fuir des constructeurs qui ont déjà investi des sommes considérables et qui permettent au public de profiter à nouveau d'un plateau garni en catégorie Rennes. Ça a été en quelque sorte le fil rouge de cette édition, les accidents. Le bilan est lourd, très lourd. On ne compte pas moins de 19 voitures ayant été impliquées de près ou de loin dans un accident ou dans une sortie de piste pour un total de 22 abandons, 40 voitures classées sur 62 engagées. Le circuit de la Sarthe est un tracé varié, avec des passages étroits, des freinages en appui, des enchaînements de virages rapides, des changements de direction brusques. Ce n'est pas un circuit facile, mais pour prendre une référence de 24 heures qui existe également, le Nürburgring et sa terrible boucle nord est autrement plus difficile. Tout au long de la semaine, nous avons assisté à un grand nombre de sorties de piste plus ou moins spectaculaires, et heureusement sans conséquences pour les pilotes.
c'est important de le rappeler. Il faudrait remonter à bien trop longtemps en arrière pour trouver trace d'une édition comptant autant d'accidents, d'accrochages et d'erreurs de pilotage. Nous ne devons jamais oublier que le sport automobile reste dangereux, et que même si le niveau de sécurité atteint par les voitures est presque infaillible, il ne sera jamais à 100%. Le plus gros risque, c'est le suraccident qui implique des voitures déjà arrêtées sur la piste. Rappelons que ce point précis a obligé la NASCAR à réétudier de fond en comble les concepts de sécurité sur les voitures du championnat américain. En matière de sécurité, rien n'est jamais acquis. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer autant d'accidents et de sorties de piste? Peut-on mettre du rationnel dans ce qui semble être de la malchance ou de la loterie? Nous n'avons pas de réponse définitive, mais nous allons tenter de mettre en avant des hypothèses. Premier point, le grip. D'après nombre d'observateurs sur place et certains commentaires des pilotes, l'adhérence de la piste a été aléatoire tout au long de la semaine, et les averses survenues en course ont à chaque fois rabattu les cartes. Ça s'est vu au départ avec notamment la Cadillac 311. Deuxième point, le sang-froid des pilotes. Nombre d'entre eux vont devoir s'adapter à la direction que vont prendre les différentes catégories dans les prochaines années, en raison de l'arrivée massive de concurrents dans la catégorie Rennes, de la fin du GTE, de l'arrivée du GT3 et de la disparition du LMP2 du WEC en fin de saison. Il sera donc difficile pour certains de se recaser au sein d'une équipe au milieu de tous ces bouleversements. On peut donc croire que certains pilotes aient été un petit peu plus bouillants qu'à leur habitude, prenant donc plus de risques dans le but de montrer le meilleur d'eux-mêmes afin de se dégager un avenir proche. Cette hypothèse vaut ce qu'elle vaut étant donné qu'hormis les pilotes dits d'usine, la plupart paient pour pouvoir rouler, mais elle n'est pas à négliger. Troisième point, le niveau de certains équipages. Les gentlemen drivers ont toujours fait partie de la course automobile, qui plus est en endurance. Il n'est donc pas question de remettre en cause leur place au sein du peloton. L'histoire a démontré que leur place n'était aucunement volée. Le but n'étant pas de dénoncer un pilote en particulier, ce sont des êtres humains, pas des machines. Et d'une année à l'autre, on peut forcément constater qu'il y a eu plus ou moins d'erreurs. Or, des erreurs, il y en a eu un sacré paquet cette année, notamment dans l'appréciation des zones de ralentissement, qui ont coûté la course à la Toyota numéro 7 et qui auraient pu mettre fin à celle de la Cadillac numéro 3 pour ne citer que deux exemples où les dommages collatéraux ont pu impliquer deux autos de la catégorie Rennes. On peut donc se demander, sans amalgamer toute la catégorie GTE-AM, si certains pilotes ont le niveau de professionnalisme suffisant pour s'engager dans une telle course. Souvenons-nous de Tracy Krohn, monsieur éminemment sympathique mais dont le niveau n'était que plus discutable. En témoignent ses 4 têtes à queue sur le même relais en 2016 au petit matin. En résumé, nous insistons sur le fait que le but n'est pas de déterminer un coupable, ni d'afficher avec certitude quelle est la raison de tout ce grabuge en piste. Rappelons une dernière fois que sur les 22 abandons, 19 sont dus à des accidents ou des sorties de piste, ce qui est tout simplement colossal. Je pense que les plus hautes instances du sport auto, dont la FIA et la CO, ont forcément mis cette question sur le tapis. Le terme de « fait de course » ne peut pas tout englober. Pour vous donner un petit aperçu de mon modeste avis, je pense qu'une somme de tous les éléments cités avant se sont concentrés dans cette édition des 24 heures du Mans. En tout cas, le seul hasard n'est pour moi pas le principal facteur causant 19 abandons sur accident. Quand on est passionné et qu'on tente de rester lucide et clairvoyant sur un événement auquel on assiste, il faut bien reconnaître que ce centenaire des 24 heures du Mans, l'édition 2023 des 24 heures du Mans, est plus marquante pour des choses positives que négatives. Mais sans vouloir faire la fine bouche ou jouer les oiseaux de mauvais augure, il faut rappeler que dans la classique Mancel, rares ont été les périodes prospères qui ont pu s'étaler dans le temps. Pour ne citer qu'un exemple, 98 et 99, deux éditions qui ont mêlé un plateau monstrueux et une course pleine de suspense qui a vite basculé vers la monotonie la plus profonde avec la domination d'Audi. Cet équilibre est fragile, qui plus est aujourd'hui avec un système de BOP inédit chez des constructeurs. Il est donc nécessaire de ne pas se contenter d'un statu quo, mais de chercher à réunir tous les éléments permettant la pérennité d'une épreuve qui a vécu nombre d'épisodes troubles il n'y a pas si longtemps. Citons à la louche le Sport 3,5 litres dans les années 90, le LMP 900 et la domination Audi début 2000, l'écart de performance entre diesel et essence fin des années 2000, début 2010, la désertion des constructeurs fin des années 2010 suite à l'explosion des coûts engendrée par le règlement hybride de 2014, bref, autant d'exemples qui obligent à garder la tête solidement vissée sur les épaules. En attendant, l'édition 2023 des 24 heures du Mans a déjà sa place au panthéon de l'histoire du sport automobile, et 2024 s'annonce déjà savoureuse, avec de nouveaux constructeurs qui viennent se mêler à la bagarre. En attendant, il reste les 8 heures de Bahreïn pour terminer la saison en WEC, ainsi que ce week-end la dernière course de l'IMSA, le Petit Le Mans à Road Atlanta, l'une des courses également les plus importantes du milieu. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci à Alex alias Le Dormeur du Val pour avoir écrit la totalité de cet épisode. Moi j'ai juste arrangé la sauce pour que ça passe en format YouTube. Vu qu'il n'est pas présent sur les réseaux sociaux, enfin qu'il n'a pas de compte, genre je parle de sport automobile sur les réseaux sociaux et qu'il n'est pas sur YouTube, je ne peux pas vous rediriger vers lui.
Donc voilà, envoyez-lui de l'amour en commentaire. J'espère qu'un jour il sera présent de manière publique parce que c'est très intéressant. Il a beaucoup de connaissances, c'est toujours agréable de travailler avec lui. Si ça vous a plu, vous savez quoi faire sur la plateforme. Si jamais, je vous ai mis quelques liens également en description. Pour le coup, ça me concerne, hein, mes différents réseaux sociaux, la chaîne secondaire, tout ça. Mais surtout, n'oubliez jamais, le plus important, c'est de continuer d'aimer le sport auto, continuer d'aimer les 24 heures du Mans. À la prochaine. Oui, un débrief des 24 heures du Mans, 4 mois après la fin de la course. Écoutez, mieux vaut tard que jamais. Et en soi, moi-même, j'aurais pas fait de débrief. Vous ne voyez plus faire de débrief. Mais il s'est chauffé, Alex, et forcément, j'ai approuvé l'initiative, quoi. Surtout que la façon dont il écrit, vous l'avez peut-être entendu, c'est différent de la mienne. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, donnez-lui de l'amour en commentaire. Et dites-nous ce que vous avez pensé de ces 24 heures du Mans. Les points positifs, vos craintes sur l'avenir. Parce qu'il ne faut pas non plus dire que tout a été rose, parce que tout n'a pas été rose. Il y a plus de rose que des négatifs, quoi. Donc il y a plus de positifs que de négatifs. Donc faut savoir apprécier. Et, vraiment, on a kiffé. C'était une course incroyable. En plus, sur place, j'ai adoré. C'était une ambiance de dingue. Puis le nombre de spectateurs le record moderne a été pulvérisé avec 325 000 personnes. Ça s'est ressenti, hein, tu étais souvent comme ça pour voir la course, donc pour aller pisser, c'était un calvaire. Alors je te dis, si tu avais envie de chier, il fallait vraiment anticiper la chose, parce que je te jure, t'étais pas bien. Ça, c'est des détails plus techniques, c'est pas le genre de débrief qu'on fait d'habitude, mais en tant que spectateur, ça fait partie de l'événement. Bref, sur cette note salée, des bisous.